Bonjour à tous, bonjour. Je suis ravie d'inaugurer la table ronde de cette journée du mardi 19 septembre. Voilà, on est là aujourd'hui pour parler d'habitat. C'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, la question du logement des seniors est vraiment devenue un enjeu majeur de cette société, d'autant que la décennie que nous vivons est celle du boom, le boom des 75-84 ans, une génération qui aujourd'hui est encore autonome, mais qui est confrontée, qui va être très vite confrontée au problème de la perte d'autonomie. Alors, toutes les études le montrent. Je pense qu'ici, on est tous au clair là-dessus. Que veulent les Français ? Eh bien, les Français, ils ont envie de vieillir chez eux, tout en gardant des liens avec des autres de tous âges. Pas question de vivre dans un ghetto. Voilà. Malheureusement, les études montrent aussi qu'adopter son logement en vieillissement est toujours remis à plus tard. Ça, on va le voir avec vous Dorothée, avec vous, Monsieur Pata. Tout cela pose un grand nombre de défis, notamment autour de la propriété, de l'aménagement du domicile et de la perte d'autonomie, et bien sûr des services d'aide à la personne. Alors, des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des associations, des promoteurs, des entreprises, bien sûr, se saisissent de ces questions, et des groupes de citoyens mènent également des études sur l'habitat de demain. Alors, parmi eux, les invités à cette table ronde, intitulée « Bien chez soi, l'habitat silver friendly ». J'ai donc le plaisir d'accueillir durant ces prochaines 30 minutes, on nous a demandé d'être très précis, Dorothée Ferreira, présidente d'Indépendance Royale, bonjour. Jean-Louis Pata, fondateur de Solinov, et Olivier Richefou, vous êtes président du conseil départemental de la Mayenne et vice-président de l'Assemblée des départements de France en charge du grand âge. Alors, je vais commencer directement par vous, Olivier Richefou, parce que je sais qu'en préparant cette table ronde, vous me disiez que le département de la Mayenne avait été très pionnier dans cette question de maintien à domicile, et notamment, vous avez lancé un système d'aide, presque l'ancêtre de la prime adapt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, d'abord vous dire que le constat est partagé, bien évidemment, de cette volonté des personnes âgées de rester à domicile, et si possible dans leur domicile, plutôt que dans un nouveau domicile, comme on les appelle aujourd'hui, que ce soit habitat, vie partagée, etc. etc. Et donc, le maintien dans le domicile suppose souvent des aménagements. Nous sommes un département rural, avec bien sûr un habitat souvent ancien, ou dans des zones pavillonnaires construites il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, avec souvent des aménagements ou des habitats qui ont effectivement cette ancienneté-là. Et donc il est apparu que quand on regardait ce qui existait d'abord, il y avait un principe qui fonctionnait plutôt bien, qui était l'aide apportée par l'ANA à travers un système de subvention permettant de bénéficier d'aménagements de logements. L'observation néanmoins nous a amené à constater que les plafonds ANA étaient des plafonds, même si en Mayenne les retraites sont assez modestes, c'était des plafonds très faibles. Puisque globalement, dès que vous dépassez pour un couple 2 000 € de retraite par an à deux, donc 1 000 € par personne, en Mayenne, la retraite est environ autour de 1 200 € par personne, eh bien vous étiez exclu du dispositif. Et donc le choix que nous avons fait, c'est un choix de simplicité qui a été de dire, plutôt que de réinventer un autre système, eh bien, nous gardons le même principe d'étude de dossier que ce qui est fait pour l'ANA, mais nous augmentons les plafonds. Et nous avons augmenté les plafonds de 50%, c'est-à-dire que ça nous a permis de toucher les foyers qui, globalement à deux, avaient moins de 3 000 € de retraite, ce qui nous a permis de passer à peu près de 20% de la population à qui le dispositif était proposé, dispositif ANA,
à 90% de la population qui est donc couverte par ce dispositif et qui nous permet donc de mettre en œuvre le même système avec une règle importante, c'est que la visite de l'ergothérapeute est obligatoire. Et donc on a passé convention avec les organismes. Le principal qui intervient chez nous s'appelle Solia, qui est connu dans beaucoup de départements. Et donc ça fonctionne extrêmement bien. Tous les mois, la commission permanente du conseil départemental doit accorder une vingtaine ou une trentaine d'aides, essentiellement à 80% tournées vers la salle de bain, qui reste le point essentiel. Quelquefois, quelques montées escaliers, mais la plupart du temps, c'est la salle de bain qui est le point névralgique. Et juste une petite dose d'inquiétude, j'ai aperçu des PowerPoint préalables au déploiement de MaPrimeAdapt, qui est un dispositif qui a vocation à se développer. Je n'ai pas l'impression que ça va être un système très simple, et donc attendons un peu, mais un peu de warning ou un peu de clignotant orange. Voilà. Oui, et on y reviendra. Apparemment, effectivement, ce que vous dites est partagé par pas mal de personnes. Effectivement, ce ne serait pas encore tout à fait au point. Vous évoquiez, merci Olivier Richoux, vous évoquiez les salles de bain, les montes-escaliers, des produits que vous connaissez bien à Indépendance Royale. Justement, quand on équipe sa maison, par quoi on commence ? Bien, comme le disait très justement Monsieur Richoux, on commence généralement par la salle de bain, puisque c'est l'endroit où effectivement les chutes sont plus fréquentes. Et ensuite, bien évidemment, le monte-escalier. Alors, pour vous donner un exemple, dans notre entreprise, la moyenne d'âge des personnes qui s'équipent de salle de bain est de 73 ans, contre 79-80 pour le monte-escalier. Le monte-escalier est plus un produit dans la catégorie curatif que préventif. Aujourd'hui, on s'équipe d'un monte-escalier quand on s'est fait peur, qu'on est tombé, qu'on a été hospitalisé, qu'on doit rentrer chez soi. Justement, finalement, on y vient un petit peu tard. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'on attend parfois la chute en trop qui fait qu'on va s'installer, qu'on va s'équiper. Est-ce qu'on attend trop tard aujourd'hui? Enfin, je vous pose la question, je pense qu'on est tous au clair sur la réponse. Vous allez dire, c'est toujours trop tard, on y pense toujours trop tard à l'équipement finalement. C'est toujours après. Ce qui m'étonne, c'est que quand on sait que 85% des seniors souhaitent vieillir dans leur domicile, ça m'étonne qu'on en parle encore aujourd'hui, finalement, de la prévention. Effectivement, c'est toujours trop tard on ne pense pas tout de suite à équiper son domicile parce que c'est perçu aujourd'hui comme une fatalité. Alors que finalement, c'est une évolution naturelle du domicile, comme on le fait à chaque âge de la vie. On aménage son domicile quand on a des enfants, quand ils partent, souvent, on remplace la chambre par un bureau. Enfin, on fait évoluer son domicile à chaque âge de la vie. Et on se rend compte parfois qu'arrivé à l'âge de la retraite, le logement reste figé dans le temps, qu'on se dit... on le fera peut-être plus tard, quand on aura des difficultés, quand on n'arrivera plus à enjamber sa baignoire ou à monter les escaliers. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions et se dire la personne que je suis aujourd'hui a besoin d'équiper son domicile, a besoin d'avoir un logement confortable et en adéquation avec la personne qu'on est à ce moment-là. Donc oui, il n'y a pas de surprise dans ma réponse, mais effectivement, on est toujours trop... On tarde toujours trop. On attend, je trouve très intéressant effectivement que vous mettiez ça en parallèle avec l'évolution de la vie de la famille qui fait que quand on a un enfant, on aménage une chambre. Quand les enfants s'en vont, c'est ce que vous disiez, on réaménage les lieux. Et à la retraite, ce que vous dites là est tout à fait vrai. On le voit même. On voit des domiciles figés dans le départ des enfants et on voit que rien n'a été pensé. Est-ce que c'est de la superstition ou autre chose? En tout cas, on ne veut pas y penser. On veut pas penser à ce que ça pourrait devenir cette maison potentiellement dangereuse. Oui, complètement. Après, il y a également... l'entourage, et notamment les professionnels de santé qui peuvent aider. Dans certains pays anglo-saxons particulièrement, le médecin va vous préconiser d'aménager votre domicile
De la même manière que chez nous, on va vous prescrire à partir d'un certain âge une mammographie pour prévenir le cancer du sein. Donc on pourrait tout à fait imaginer à un moment donné, à partir d'un certain âge, d'avoir le médecin traitant qui va en tout cas vous inciter à y réfléchir. Ça peut être une option. Après, je ne suis pas médecin, mais je pense que ça peut aider. Ou une visite d'ergothérapeute Exactement, un professionnel de santé qui viendrait à partir d'un certain âge pour en tout cas aider les personnes à réfléchir déjà au simple fait d'aménager leur domicile et de se projeter et de se dire est-ce que mon logement est évolutif, est-ce qu'il est adapté et est-ce que je vais pouvoir continuer à être confortable chez moi. Mais alors, est-ce que c'est une question de finance? Est-ce qu'il existe des freins financiers? On peut imaginer que oui. Les freins financiers, ce sera plus par méconnaissance des dispositifs qui existent, parce qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs, que ce soit en territoire ou au niveau national, hein, Habiter Facile, le LANA, la prime adap qui va arriver, on a eu le dispositif Action Logement. C'est plus par méconnaissance. Je pense que ce que nous constatons, nous, dans notre entreprise, puisqu'on fait entre 25 et 30 000 rendez-vous chaque année au domicile des seniors, c'est plus un frein sur les délais de traitement, les délais de passage de l'ergothérapeute. On constate parfois entre 6 et 18 mois pour des subventions entre le moment où le dossier a été déposé et le moment où il y a l'accord. Et comme on se le dit depuis le début, on est plutôt dans un marché curatif que préventif. Quand les gens ont besoin de s'équiper, c'est tout de suite maintenant. Donc attendre plus de 6 mois pour pouvoir s'équiper, certains abandonnent la subvention et se débrouillent avec leur épargne, les enfants, voire un financement pour pouvoir s'équiper rapidement et rester chez eux. C'est ça, c'est-à-dire en théorie, les aides existent, mais elles mettent tellement de temps à arriver que finalement, et qu'il y a une telle urgence en général que c'est pas du tout efficace, hein, c'est ce que vous dites. Alors c'est efficace quand c'est connu, c'est efficace. Oui. Il y a des territoires qui sont, enfin, j'ai le sentiment beaucoup plus réactifs que d'autres. Beaucoup plus réactifs que d'autres, mais non, c'est une bonne solution parce que ça permet aux personnes en tout cas de saisir l'opportunité d'une aide aussi pour s'équiper. Mais les délais sont un frein, vraiment. Et la prime adapte, selon vous, va faire avancer les choses? C'est plutôt un signal positif? Alors oui, effectivement, je pense déjà que la prime adapte est un signal positif, ça c'est une évidence, pour moi à plusieurs titres. Déjà parce que ça permet à l'écosystème qui gravite autour des seniors de se parler, ce qui est quand même pas forcément quelque chose d'évident, c'est-à-dire que le monde médico-social, le bâtiment, l'industrie, les pouvoirs publics, aujourd'hui vont se coordonner pour aider les personnes à aménager leur domicile. Donc déjà, je trouve ça très intéressant. Le Conseil national de la Silver Economy permet justement à tout cet écosystème de partager son point de vue. Donc ça, c'est déjà une première chose très, très positive. Et la seconde, si effectivement le dispositif est fluide, simple à comprendre déjà pour les usagers, mais également pour les personnes AMO, ergothérapeutes qui vont intervenir, ça peut être qu'une bonne chose. Merci Dorothée Ferreira. Moi, merci. Jean-Louis Pata, vous êtes le fondateur de Solinov, et alors vous avez imaginé le concept de maison bienveillante. Alors on ne peut être que sensible à cette appellation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière cette maison bienveillante? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une évolution normale du logement. En fait, on parle de logement classique, il y a le logement adapté, on vient d'en parler, et il y a le logement augmenté. Augmenté par quoi et comment? Il est augmenté par des fonctions qu'on lui attribue, et ces fonctions lui permettent d'agir et d'interagir dans le duo habitat-habitant. Alors vous dites imaginer, non, je n'ai pas imaginé comme ça, c'est une évolution commune, puisque nous avons travaillé avec tous les acteurs, nous travaillons avec des sociétés, des bailleurs, des sociétés d'HLM, nous interrogeons les personnes qui sont équipées, les collectivités, voilà. Donc en fait,
le logement apprend, il est apprenant, il va apprendre les habitudes de l'habitant. Et lorsqu'il y a une différenciation avec les habitudes apprises, il y a un petit clignotant qui s'allume, mais à l'adresse de la personne, parce que la personne est au centre des choses et c'est elle qui est adressée en premier. Si la personne, alors ça peut être une porte restée ouverte longtemps, la personne solutionne, il n'y a plus de problème. Et puis lorsqu'il y a un problème potentiel, eh bien, ça peut sortir, et là, il y a une aide possible qui intervient. Alors, on va rentrer dans le concret, mais donc cette maison bienveillante fait donc appel à de l'intelligence artificielle. Oui, fait appel à de l'intelligence artificielle parce que, en fait, c'est pas la personne qui est équipée, c'est le logement. Et il y a des algorithmes qui apprennent justement les habitudes. Donc cette intelligence artificielle joue, affine, il est détecté une inertie, il est détecté à plus ou moins long terme, du reste. Il peut y avoir des baisses de sortie, etc. Donc tout ce qui est soit brutalement, soit d'une manière évolutive, anormale, entre guillemets, ou différent de la normale, eh bien, est signalé. Donc, imaginons, ma mère vit dans un logement bienveillant. Elle tombe ou elle laisse sa porte ouverte. Enfin, en tout cas, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un va intervenir? Je vais être avertie? C'est pas non plus de la téléassistance. C'est voilà. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors concrètement, nous avons été amenés à apporter de l'humain parce que, en fait, si l'on diffuse une information à la famille ou à des secours, ça ne peut pas aller. Et nous avons monté la bienveillante attention, représentée par une bienveilleuse ou un bienveilleur qui reçoit une information. Et c'est là où l'intelligence artificielle intervient, puisqu'elle donne en code quelque chose qui dit il faudrait appeler la personne. Voilà. Et la personne est appelée pour une levée de doute, pour savoir si tout va bien. Donc il y a une relation de confiance qui s'établit et un échange comme ça. La plupart du temps, ça se solutionne très bien, mais lorsque la personne a besoin d'aide, et vous avez parlé de votre mère, que je ne connais pas, mais je vais vous parler d'un monsieur. J'imaginais, hein, c'était un cas d'école. Tout à fait. Mais je vais vous parler d'un cas concret qui est un monsieur qui a 86 ans, qui reste un peu plus de 2h30 dans sa salle de séjour, donc au début de l'après-midi, ce qui n'est pas extraordinaire. Eh bien, ce n'était pas l'habitude, donc la bienveilleuse appelle, il ne répond pas. Et du coup, elle appelle, en l'occurrence c'est une voisine, on essaye d'avoir quelqu'un de proche, et la voisine vient, il ne répond pas, elle n'a pas les clés. Là, on a demandé les secours, et les secours sont arrivés. Le monsieur était bien tombé, il ne pouvait pas se lever, il était très calme, parce qu'il savait ce qui allait se passer, en fait. Et il a été relevé, les pompiers l'ont invité à aller à l'hôpital, et il a dit non, pas du tout, et ils ont dit, bon, ok, puisque vous êtes bien entouré, entre guillemets, ben vous restez chez vous. Voilà comment ça peut se faire. Et c'est comme ça qu'on évite pas mal d'aller aux urgences ou d'hospitalisation. Quand on en a discuté des logements bienveillants, je me disais que finalement, tout le monde avait intérêt, dans la mesure, on va en parler, où ces logements respectent aussi la vie privée, puisqu'il y a de l'intelligence artificielle. Tout le monde, finalement, a intérêt à avoir son logement équipé. Vous me parliez, enfin, sur votre site, il est question d'une infirmière, je crois, de 25 ans, d'une jeune fille de 25 ans, qui a laissé sa porte ouverte, ou son frigo ouvert, elle a eu une notification. Donc, parce qu'en fait, c'est des immeubles qui sont raccordés. Ce n'est pas seulement, on ne va pas demander un raccordement ponctuel, c'est bien ça? Ça peut être ponctuel, mais en fait, on a travaillé avec des bailleurs
Et effectivement, il y a des immeubles qui sont, ou des groupes de logements. Et c'est justement une des demandes, c'est le premier bailleur à qui on a échangé, on se connaissait bien, il a dit, moi, je veux des économies. Il savait que je m'occupais des personnes âgées et il voulait des économies. Il a eu raison parce qu'on le voit aujourd'hui. Donc, le dispositif, en cas d'eau qui coule trop, de dépenses, et peut réguler les dépenses, etc. Donc, ça peut servir, et la sécurité. Parce que ce que vous dites est tout à fait vrai, cette jeune personne avait elle était allée se coucher, et avait sa porte palière ouverte, elle a été réveillée parce qu'il y a des LED qui signalent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc effectivement, ça sert à tout le monde. Et au fur et à mesure, et ce qu'on disait dans la progression et l'évolutivité, c'est bien parce qu'on parlait d'appartements évolutifs et que c'est très difficile de les rendre évolutifs qu'on a dit qu'il faut mettre de la technologie. Mais pas de la technologie pour remplacer l'humain, mais de la technologie pour rationaliser l'intervention humaine. Les craintes concernant la vie privée, je pensais justement à cette jeune femme, est-ce qu'elles sont réelles? Je crois qu'on peut faire des choix dans la gradation aussi des alertes et des aides. Alors, les craintes de la vie privée sont tout à fait logiques à envisager. Et nous avons pris en compte dès le départ. Et en fait, les données sont collectées dans l'appartement, elles sont traitées dans l'appartement. Les données sont la propriété des résidents, voilà, et elles ne sont jamais envoyées dans le cloud. Donc, ces données, c'est absolument essentiel, et nous travaillons avec des personnes de la cybersécurité, etc. Ils ont été très étonnés justement du niveau de sécurité, et ce qui sort, puisque quand il y a une alerte, ça sort, et on se sert d'Internet, c'est codé, et en aucun cas, il y a une donnée personnelle qui est diffusée. En fait, cette maison bienveillante, on pense évidemment aux personnes qui y habitent, mais vous me disiez aussi qu'elle bénéficie également aux aidants, que ça rassure un petit peu tout le monde, ce système. Ça rassure la personne qui y habite et ça rassure également les aidants qui savent que s'il se produit quelque chose, ils en seront alertés. Je pense que tout le monde se soucie des aidants, parce qu'il faut savoir que les aidants sont indispensables et il faut savoir que leur rôle est essentiel, mais il faut aussi savoir les difficultés qu'ils rencontrent. Souvent, la relation aidant-aidé se dégrade. Et il est très difficile pour les aidants de garder une attention, une aide, une compréhension, une affection même. Donc, ça devient très difficile. La maison bienveillante, telle qu'on la voit, le logement augmenté, va apporter une sérénité parce qu'ils ne vont pas être dérangés. Ils savent que s'il arrive quelque chose, ça sera à bon escient qu'ils seront dérangés, etc. Donc, ils reprennent le rôle essentiel d'aimant au lieu d'aidant. Voilà, on sent également votre formation. Je ne sais pas si je l'ai dit au départ, mais vous avez une formation de médecin au départ qui vous a conduit donc à vous intéresser à ce concept de maison bienveillante. Hein. C'est certainement en lien également avec votre formation, cette manière d'englober aidant, aider à la fois. Effectivement, j'ai une formation de médecin. J'ai été très tôt trempé dans la prévention, puisque j'étais avec le professeur Gau qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, et nous avons prévenu les accidents. Nos travaux ont conduit aux ceintures, aux formes des voitures, etc. Donc on a toujours été sensibilisés à la prévention et au coût de la santé. Et donc j'ai un frère qui a parlé depuis les années 80 d'appartements évolutifs. Donc on a dit évolutif c'est bien, mais les aidants ne sont pas infinis, etc. Il faut justement aider grâce à une technologie, mais en tous les cas, surtout pas qu'elle remplace l'humain.
L'humain avant tout, c'est intéressant, c'est intéressant de le rappeler. Olivier Richefou, qu'est-ce que ces solutions vous inspirent? Moi, je pense que si on veut réussir ce virage domiciliaire, il faut qu'on arrive à faire ce qu'on est habitué à faire souvent en France, c'est allier la technologie à l'humain. Voilà. La réussite, elle ne reposera pas que sur l'humain. On voit bien toutes les difficultés que nous avons d'abord à recruter pour les acteurs du personnel, éviter de solliciter les aidants pour un oui ou pour un non, hein, vous venez de l'évoquer, pour les solliciter à bon escient. Et donc tout ça n'est possible que s'il y a derrière une technique et des éléments techniques qui permettent d'améliorer la situation. Et moi je suis très heureux de voir notamment à l'occasion de ce festival toutes les innovations, toutes les technologies qui commencent à arriver dans les domiciles. Je dis qu'ils commencent parce que on a sans doute entendu parler déjà d'éléments il y a quelques années, mais on voit qu'il y a une accélération, et notamment l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer la rapidité d'analyse pour ne déclencher l'intervention humaine effectivement qu'à bon escient. Et donc ça veut dire que de plus en plus, il faudra que les logements construits intègrent, sans doute d'une façon native, comme on dit, d'une façon intégrée dans la construction, toutes ces aides techniques que l'on évoque, toutes ces améliorations qui permettront demain de mobiliser l'humain, mais uniquement à bon escient. Et donc il y a un grand virage à mettre en œuvre, et moi j'encourage tous ceux qui sont dans ces technologies à continuer, à persévérer, parce que sans doute grâce à des éléments comme MaPrimeAdapt, hein, qui vont marquer les esprits, même si c'est une usine à gaz peut-être derrière, on va tenter de le faire simplifier. On va tenter de le faire simplifier encore, mais ça marquera les esprits et donc ça sera un appel d'air. Et donc cet appel d'air, il faut en profiter, mais pas en profiter pour que des vendeurs de matériel, c'est pas votre cas, hein, je dis pas ça pour vous, mais pour des vendeurs de matériel viennent juste poser du matériel. Moi je crois à la prévention. On a demandé à ce que demain, une visite de prévention soit rendue obligatoire à l'âge, je pense que 75 ans et sans doute 70 ans est un peu trop tôt sans doute, mais autour de 75 ans, une visite obligatoire avec notamment la visite d'un ergothérapeute systématiquement. Pour nous, pas d'aide, notamment technique d'installation de matériel, s'il n'y a pas la visite d'un ergothérapeute. Sinon, on aura des personnes âgées qui se feront quelquefois abuser par des vendeurs de matériel qui viendront à domicile, qui viendront leur poser 4-5 capteurs, mais il n'y aurait pas d'efficacité derrière. Donc il faut effectivement que ça soit une approche professionnelle, et c'est un des points essentiels si on veut réussir ce virage. Merci. Et la prévention, toujours et encore, hein, c'est ce qu'on peut rappeler, y compris pour les questions d'habitat. Olivier Richefou, Dorothée Ferreira, Jean-Louis Pata, merci beaucoup pour d'avoir participé à cette première table ronde de la journée. On va laisser la place au suivant. Merci à tous. À vous.